Imaginez un endroit où, pendant les fêtes de fin d'année, les portes restaient ouvertes jusqu'à 3 heures du matin, où les enfants couraient dans les rues en pleine nuit avec des lanternes faites à la main, sans crainte, où les familles entières accueillaient des étrangers à leur table sans hésitation. Un paradis tropical où les célébrités hollywoodiennes venaient passer leurs vacances, où même un futur président américain a choisi de célébrer son amour, un lieu qui faisait rêver le monde entier. Aujourd'hui, ce même endroit fait les manchettes pour des raisons totalement opposées. Mais ce n'est pas de cette tragédie dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous remontons le temps, vers une époque où la magie existait vraiment. Il existe une tradition centenaire, presque oubliée maintenant, qui transformait chaque 24 décembre en une nuit féerique. Dès la tombée du jour, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les maisons s'illuminaient, une à une, comme des étoiles terrestres. Mais ce n'était pas de simples décorations électriques. Des centaines, parfois des milliers de lanternes artisanales apparaissaient. On les appelait les fanals, de petites maisons miniatures en papier coloré, avec des bougies à l'intérieur, créant l'effet de vitraux vivants. Les familles passaient des semaines entières à les fabriquer. Les grands-parents transmettaient les techniques aux enfants. Chaque fanal était unique, portant l'empreinte de son créateur. Et puis, la véritable magie commençait. À l'heure où normalement les enfants dormaient, quelque chose d'impensable se produisait. Les parents leur donnaient la permission de sortir, en pleine nuit, jusqu'à l'aube. Les rues se remplissaient de rires, de chants, de lumières dansantes. Les plus âgés veillaient sur les plus jeunes. Les voisins surveillaient les enfants des autres. Toute la communauté devenait une famille élargie le temps d'une nuit. Ils agitaient des cierges magiques, regardaient des spectacles de rue improvisés, chantaient à tue-tête, les adultes dansaient, la musique jaillissait de chaque maison. Mais ce n'était que le prélude. À minuit, les cloches des églises résonnaient dans toute la vallée. Les familles se rendaient à la messe, vêtues de leurs plus beaux habits. Les cantiques en créole remplissaient l'air tropical d'une ferveur indescriptible. Et après, la fête continuait. Le réveillon durait jusqu'au lever du soleil. Personne ne dormait. C'était la nuit la plus longue de l'année et la plus joyeuse. Mais une question se pose. Comment fait-on la fête toute une nuit? La réponse tient en un mot. Nourriture. Pendant des jours, les cuisines devenaient le cœur battant de chaque foyer. Les femmes, et de plus en plus d'hommes, préparaient des festins dignes de la royauté. Le porc était mariné pendant des heures dans un mélange secret d'épices, d'agrumes et de piments, puis frit jusqu'à obtenir une croûte dorée et craquante. On appelait ça le griot. Le riz mijoutait avec des haricots noirs, créant un plat réconfortant qui représentait l'âme même de la culture locale. Mais le plat vedette, celui qu'on attendait toute l'année, c'était la soupe au jambon. Une soupe au jambon si riche et si complexe qu'on la laissait mijoter des heures durant. Chaque famille avait sa recette secrète, transmise de génération en génération. Et il y avait des traditions particulières réservées aux enfants. Une fois par an, pour cette nuit spéciale, on leur permettait de goûter aux boissons des adultes. La lisette, cette liqueur sucrée parfumée aux feuilles d'anis, du Coca-Cola agrémenté d'une touche de rhum, et surtout le crémasse fait maison, cette boisson crémeuse à base de lait de coco que les enfants réclamaient dans toutes les maisons qu'ils visitaient durant la période des fêtes. C'était leur rite de passage, leur moment de se sentir grand, le temps d'une gorgée. Les tables débordaient. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on cuisinait toujours trop, volontairement, parce que la générosité exigeait qu'aucun voisin, aucun étranger de passage ne reste le ventre vide. Les portes restaient ouvertes, littéralement. N'importe qui pouvait entrer, s'asseoir, partager le repas. C'était la règle non écrite de cette nuit magique. Mais cette magie ne se limitait pas au temps des fêtes. Il fut une époque, difficile à imaginer aujourd'hui, où cet endroit était LA destination de vacances de la Caraïbe. Année 1950, 1960, l'âge d'or. Les paquebots accostaient régulièrement, déversant des milliers de touristes européens et nord-américains. Les célébrités affluaient. L'écrivain Truman Capote y séjournait. Le dramaturge Noel Coward s'y inspirait. Les artistes venaient capturer la lumière unique, les couleurs vibrantes. Le front de mer était réaménagé avec goût. Un marché au style mauresque devenait l'attraction principale. On y trouvait l'artisanat le plus raffiné de toute la région. Des peintures naïves aux couleurs explosives, des sculptures en fer forgé,
des objets vaudous fascinants. Le soir, les hôtels s'animaient, musique live, casinos élégants, spectacles de danse traditionnels. Les touristes découvraient une culture authentique, vibrante, fière. L'hôtel emblématique de l'époque, un bâtiment victorien blanc au balcon en bois, devient légendaire. C'est là que se retrouvait l'intelligentsia internationale. 150 000 visiteurs par an dans les années 1970, un chiffre impressionnant pour l'époque. Le slogan touristique national résumait tout. Vive la différence! Parce que cet endroit n'était pas une destination de plage standardisée, c'était une expérience culturelle totale, une plongée dans l'histoire, celle de la première république noire indépendante du monde. Un lieu où l'art populaire côtoyait des forteresses monumentales datant du début du XIXe siècle. Et puis, il y a cette anecdote touchante. En 1975, un jeune couple américain cherchait un endroit spécial pour leur lune de miel, quelque chose d'authentique, loin des clichés touristiques. Ils ont choisi cette île. Des années plus tard, cet homme deviendrait président des États-Unis. Qu'est-ce qui rendait cet endroit si spécial ? Son authenticité, sa beauté brute, son histoire fascinante, ses gens accueillants, son art incomparable, sa musique envoûtante. C'était abordable aussi. La classe moyenne pouvait s'offrir ses vacances exotiques. Un paradis accessible. Et puis, tout a basculé. Une crise politique majeure. Le tourisme s'effondre du jour au lendemain. Les hôtels ferment, les croisiéristes ne reviennent plus, les investisseurs fuient. Ce qui suit, vous le connaissez probablement. Les catastrophes naturelles, l'instabilité chronique, la violence des gangs, les crises humanitaires. Aujourd'hui, le nom de cet endroit évoque la tragédie, la pauvreté, le chaos. Mais voilà ce qu'on oublie trop souvent. Les traditions de Noël existent toujours, malgré tout. Les familles continuent de se réunir, de cuisiner les mêmes plats, de transmettre les mêmes histoires, dans des conditions infiniment plus difficiles, certes, mais la flamme n'est pas éteinte. Les fanals, on en voit encore dans certains quartiers, moins nombreux, mais toujours aussi beaux. Les chants de Noël résonnent encore dans les églises, la foi reste inébranlable. La générosité persiste, même quand on n'a presque rien, on partage encore. Les anciennes photos des années dorées circulent sur les réseaux sociaux. Les Haïtiens de la diaspora, car c'est d'Haïti dont nous parlons depuis le début, partagent les souvenirs de leurs parents et de leurs grands-parents. Ils racontent ces Noëls magiques, ces vacances familiales d'avant les crises, cette époque où leur pays brillait. Et ces témoignages servent un rappel essentiel. Haïti n'a pas toujours été synonyme de catastrophe. Ce pays a connu la prospérité, la joie, l'insouciance. Il a été un phare culturel de la Caraïbe, une destination de rêve, un lieu de tradition vivante et joyeuse. Alors, pourquoi raconter cette histoire aujourd'hui ? Pas par nostalgie aveugle, pas pour nier les réalités actuelles, mais parce que la mémoire collective a tendance à tout effacer, à réduire des pays entiers à leur pire moment, à oublier que derrière chaque crise, il y a eu des périodes de lumière. Les jeunes Haïtiens nés après 1990 méritent de connaître cette histoire, de savoir que leur pays a été un paradis, que leurs traditions de Noël ont des racines centenaires de joie pure. Les gens du monde entier méritent de savoir qu'Haïti n'est pas qu'un lieu de catastrophe médiatisée, que c'est aussi un pays de résilience extraordinaire, de culture vibrante, de traditions magnifiques qui survivent contre vents et marées. Car voici la vraie question, celle qui reste en suspens. Si un pays a pu créer tant de beauté, tant de joie, tant de magie dans le passé, qui dit qu'il ne peut pas le refaire ? Les fanals d'Haïti brillent peut-être moins fort aujourd'hui, mais tant qu'une seule lanterne est allumée dans une seule main d'enfant haïtien un soir de Noël, l'espoir existe encore.